Encore de nos jours, nombreux sont les individus en souffrance psychique qui préfèrent continuer à languir et à souffrir, cachés chez eux et n'en parlant à personne, plutôt que de consulter en santé mentale. Les services de santé mentale et psychiatrique sont beaucoup moins efficaces si les gens en souffrance n'en reçoivent pas ou s'ils n'adhèrent pas au traitement. Bien des personnes qui pourraient personnellement bénéficier de traitements efficaces en psychiatrie ont une image de celle-ci qui entrave l'accès aux soins lorsqu'elles reportent sans cesse leur consultation ou refusent tout simplement d'être évaluées ou de référer un proche en psychiatrie. Nous savions qu'il y a des préjugés et de la stigmatisation envers les personnes souffrant d'un trouble mental, mais il y en a aussi envers la psychiatrie elle-même. De plus, lorsqu'on se décide à consulter, des études comme celle de Bayer et Pillet démontrent qu'on le fait par besoin de discuter de nos problèmes. Nos attentes restent donc insatisfaites si aucune question n'est posée par rapport à ces problèmes et si l'explication alors discutée pointe uniquement vers une pathologie psychiatrique quelconque. Et en effet, même lorsque l'on consulte, l'une des principales insatisfactions reste de ne pas se sentir traité globalement comme une personne à part entière. Plusieurs d'entre nous ne souhaiteront pas revivre une telle expérience traumatisante parce que l'intervention proposée semble ne porter alors que trop exclusivement sur un symptôme au nom plus ou moins étrange et auquel correspond d'avance une prescription précise, indépendamment ou presque de ce que l'on vit et de ce que l'on a à dire sur notre vie. Cette indifférence perçue ne favorise ni la satisfaction ni la communication, de sorte qu'effectivement, les services dispensés ne signifient pas nécessairement que nos besoins aient été comblés. Ce concept de besoin non comblé correspond à la différence entre les services de santé jugés nécessaires pour traiter un problème particulier et les services effectivement reçus. Mais qui décide si un besoin est comblé ou non? Lorsque les gens en souffrance reçoivent des services de santé mentale et psychiatrique, ces services peuvent ne répondre que très partiellement à leurs besoins à eux. Or, pour favoriser l'accès à des soins appropriés et renforcer leur efficacité, il est tout aussi vital de prendre en compte les conditions de vie dans lesquelles les personnes évoluent que de poser le bon diagnostic. Les déterminants de la santé et ceux des troubles mentaux ou du comportement sont en effet composés de facteurs individuels, mais tout autant de facteurs sociaux, environnementaux, culturels ou même économiques, spirituels et politiques. D'où le besoin d'une approche holistique et intégrée pour soulager et prévenir la souffrance répétitive. Autrement, les meilleurs soins peuvent n'avoir qu'un effet limité, voire négligeable, et on risque de revoir ces personnes même après leur traitement, fût-il conforme aux plus hauts et plus récents standards. C'est le phénomène dit des portes tournantes. Heureusement, pour la première fois, en tant qu'usagers de services de santé mentale et famille, nous sommes invités par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, à prendre part au processus de révision de la Classification internationale des maladies, la CIM. La CIM sert de base pour établir les tendances et les statistiques sanitaires partout dans le monde et contient environ 55 000 codes uniques pour les traumatismes, les maladies et les causes de décès. Elle fournit un langage commun grâce auquel les professionnels de la santé peuvent échanger des informations sanitaires partout dans le monde et grâce auquel nous pouvons échanger entre nous. En partenariat avec les centres collaborateurs de l'OMS pour la recherche et l'enseignement en santé mentale de Lille et de Montréal, nous avons demandé à des usagers et des membres de famille de prendre part à la révision de la CIM. Ils ont décidé de porter leur attention sur les facteurs dits contextuels. Tandis que le chapitre 5 de la CIM couvre les troubles mentaux et du comportement, les facteurs contextuels sont réunis dans le chapitre 21 de l'actuelle CIM. Ils sont destinés à l'enregistrement des motifs de recours aux services de santé, soit lorsqu'un sujet, malade ou non, entre en contact avec les services de santé pour une raison précise. Par exemple, pour discuter de problèmes qui ne représentent pas en soi une maladie ou un traumatisme. Commun à toutes les maladies, physiques ou mentales, ces facteurs du chapitre 21 sont transversaux à tous les chapitres de la CIM. Or, la plupart des gens qui auraient besoin de soins associés à des catégories diagnostiques du chapitre 5 sur les troubles mentaux du comportement
ne consulte pas à propos de ces catégories-là. Il consulte plutôt à propos des conditions socio-économiques ou psychosociales, soit les facteurs contextuels du chapitre 21 qu'ils associent à de tels troubles du chapitre 5, liés par exemple à l'utilisation de substances psychoactives, à des troubles de l'humeur ou affectifs ou encore à des facteurs de stress. La CIM était donc peu adaptée à la réalité des patients. Une révision était nécessaire. Le questionnaire sur les facteurs contextuels, le QFC, a ainsi été mis au point pour la prise en compte de ces facteurs. Le QFC comprend 18 questions qui correspondent aux 18 principaux facteurs contextuels de la CIM. Nous avons demandé aux usagers et proches d'indiquer à quel point ces facteurs pouvaient, selon eux, avoir eu une influence A. sur l'apparition de problèmes de santé mentale, B. sur la réapparition de problèmes de santé mentale et C. sur leur rétablissement. Parmi ces trois dimensions, c'est le rétablissement qui fut considéré comme étant le plus associé aux facteurs contextuels. Les résultats ont aussi fait ressortir des différences statistiquement significatives entre les hommes et les femmes, en particulier par rapport à l'influence des services de santé en tant que facteur associé à l'apparition elle-même de la maladie mentale. D'où le concept de maladie mentale nosocomiale, soit une maladie attrapée à l'hôpital pour rendre compte du fait que le système de santé puisse parfois lui-même causer des troubles mentaux et du comportement. Ce concept a été publié en France par la prestigieuse revue L'Information psychiatrique. Il illustre la possibilité que le contact avec le système puisse être si froid et si austère qu'il rende les gens plus malades qu'avant leur arrivée, par exemple à l'urgence psychiatrique. Il s'agirait d'une aggravation pathologique liée à une non-écoute des besoins spécifiques et globaux des patients du fait de l'obnubilation du système sur les maladies et catégories diagnostiques du chapitre 5 de la CIM. Ainsi, le contact avec ces services, surtout lorsqu'ils commencent sur un mode de panique par l'urgence parce que nous avons reporté sans cesse la consultation, peut aggraver un traumatisme préexistant et s'avérer lui-même traumatisant. En résumé, d'une part, les services de santé mentale et psychiatrique sont beaucoup moins efficaces si les gens en souffrance n'en reçoivent pas ou s'ils n'adhèrent pas au traitement. Ensuite, lorsque les gens en souffrance reçoivent des services de santé mentale et psychiatrique, ces services ne répondent que partiellement à leurs besoins à eux. Finalement, lorsque les services de santé mentale et psychiatrique ne sont pas axés sur leur établissement, ils peuvent causer du tort et générer de nouveaux besoins non comblés. Les pères aidants peuvent-ils adoucir ce contact en lui conférant un caractère plus humain et en se montrant attentifs et à l'écoute de nos conditions de vie? Les pères aidants peuvent-ils présenter et personnifier une image plus positive et accueillante de la psychiatrie d'aujourd'hui?